Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour rencontrer Philippe Génada qui est là parmi nous. Merci Philippe d'être venu jusqu'à Argenteuil pour ce livre complètement dingue. Au printemps des monstres. Ah, c'est vraiment une aventure littéraire extraordinaire. Enfin, moi, en tout cas, c'était pour moi une aventure littéraire extraordinaire. Un ovni littéraire, ça. Voilà, vraiment un livre incroyable. Une enquête passionnante, on ne lâche pas. Et puis, toujours drôle, quoi. Et alors ça fait du bien. Bref, surtout sur des sujets comme ça, des sujets qui sont quand même très durs et très compliqués. Et ces petits moments ces petits clins d'œil qui nous font rentrer dans votre vie et dans votre activité. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Moi, j'ai adoré ce livre. Voilà. Donc, voilà, bah j'en dis pas plus et je vous laisse oser. Merci Catherine et surtout merci Philippe parce que je sais que vous êtes vraiment très demandé là depuis la rentrée et même avant la rentrée, ce livre était très attendu et on peut dire que c'est vraiment un des grands événements littéraires de cette rentrée. Il a même été un moment sur la liste du Goncourt sur laquelle vous vous êtes exprimé d'ailleurs dans Libération il n'y a pas longtemps. C'était une interview assez longue. Ça va me créer pas mal de problèmes. Il ne faut jamais faire confiance aux journalistes. Il y a une journaliste de Libération, on m'entend bien là ou pas? Oui. Une journaliste de Libération qui est venue me voir dans mon bistrot, qui m'a dit on va faire un papier, on parle du livre, on parle pendant 2 heures. Et elle me dit ah ça y est, vous êtes sorti de la première liste du concours, ils vous ont écarté, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi en rigolant, je dis salopard, incapable, incompétent, vraiment brillant. Elle l'a recopié dans le journal. C'est vrai que quand on lit à plat, on ne se rend pas vraiment compte que c'est en riant. On dirait que je suis furieux, que je suis incompétent, incapable. Et donc les jurés de concours ont contacté mon éditeur récemment, l'ont très très mal pris. On dit des choses genre on n'est pas prêt d'oublier ça, il faut faire une croix sur le prix dans les 30 années qui viennent. Est-ce qu'on peut dire pour ceux qui, par extraordinaire, ne connaîtraient pas déjà vos livres, votre personne, on peut dire que dans votre œuvre romanesque, en fait, qui commence, si je ne me trompe pas, en 97 avec le Chameau sauvage, il y a en fait 2 grandes périodes, la période, disons, Chameau sauvage, si je puis dire, qui sont des romans qui s'inspirent un peu de votre vie, enfin assez autobiographique, et la seconde période où il y a la serpe, la petite femelle et aussi le lac, qui est en fait de reprendre des enquêtes ou des faits divers entre guillemets et de refaire toute l'enquête et ça donne des livres absolument passionnants. Et là, je pense qu'avec celui-ci, vous avez vraiment explosé toutes vos limites parce que c'est un livre d'abord d'une très grande ampleur qui se lit comme Catherine a dit vraiment de façon tout à fait allègre parce que très amusant, très vif, etc. Et il y a une chose géniale dans la construction de son livre, c'est qu'il y a 2 grandes parties, en fait, le fou et les monstres. Le fou, en fait, c'est vous racontez un fait divers, l'étrangleur, l'histoire de l'étrangleur, pour ceux qui s'en souviennent, en 64, un petit garçon est trouvé mort dans une forêt, et rapidement, quelqu'un va envoyer des lettres anonymes partout en s'accusant du crime. Et donc, la première partie, en fait, c'est ce qu'on peut savoir ou ce qu'on sait à l'époque d'après la presse, d'après l'enquête, la radio, etc. Et donc vous nous racontez tout ça avec un luxe de détails très grand. Et deuxième partie, vous refaites toute l'enquête, mais très minutieusement. Et alors là, ça devient
absolument génial, parce que tout ce qu'on avait acquis dans la première partie, on revoit tout, et c'est très excitant pour l'esprit, et bon, c'est très amusant. Bon, enfin voilà, donc pour finir de vous présenter, je voudrais partir d'une question très simple. Vous avez eu vent, enfin, cette histoire du meurtre du petit Luc Taron vous est revenu à l'esprit lors d'une conversation avec Maître Leclerc, qui sortait à ce moment-là son livre de mémoire chez Fayard, qui s'appelle La parole et l'action. Et je voulais vous demander tout simplement, à cette époque-là, quand vous avez eu cette conversation et que vous avez lu son livre, qu'est-ce que vous saviez de cette affaire? Presque rien. En fait, quand on termine un livre, là je venais de terminer La Serpe, mon roman précédent, je venais de passer 2 ans complètement englouti dans cette histoire, à travailler du matin au soir, et souvent du soir au matin, 7 jours sur 7, et quand le livre sort, on se dit ouf, maintenant je ne pense plus à rien pendant 6 mois, je vais faire la tournée de promo et de presse, etc. pour La Serpe, et je ne pense à rien d'autre. Mais parfois les sujets arrivent sans qu'on les ait appelés, et en fait là c'est tout au début du mois de septembre, mon livre venait de sortir, La Serpe venait de sortir, et le 3 ou 4 septembre, je ne sais plus, j'ai une émission, une de mes premières émissions sur France Inter, et on était, c'était une émission le soir, on était en double avec Henri Leclerc. Et normalement, c'est une émission qui durait en direct, qui durait 1 heure ou 2 heures, je ne sais plus. Normalement, quand on a des émissions comme ça avec un autre écrivain ou avec quelqu'un, on ne lit pas forcément les livres de l'autre, sinon on passerait notre temps à ça. Mais là, je me dis, Henri Leclerc, c'est un vieux monsieur très respectable, qui a une carrière, qui a été président de la Ligue des droits de l'homme, qui a une carrière prestigieuse, enfin, il ne faut pas que j'ai l'air d'un abruti. Et donc, j'ai lu, la semaine qui a précédé l'émission, j'ai lu ses mémoires, donc La parole et l'action. Et là-dedans, il revient sur plusieurs des grandes affaires auxquelles il a participé. Il a défendu, vraiment, en tant qu'avocat, il revient sur sa vie de président de la Ligue des droits de l'homme, mais il a aussi défendu des accusés célèbres. Et il y a 5 ou 6 pages sur Lucien Léger, l'étrangleur, dont il a été le 3e avocat. Et moi, je ne connaissais pas du tout. J'aurais dû en entendre parler, parce que bon, l'affaire de l'étrangleur, c'est en 64, c'est le jour de ma naissance. Enfin, c'est le lendemain de ma naissance. Donc là, évidemment, j'étais pas encore assez vif, j'avais pas encore l'œil et les oreilles aux aguets. Mais Lucien Léger a été libéré en 2005. Et on a beaucoup parlé de sa libération à la télé, dans les journaux, les JT de TF1 ou de France 2, parce que c'était à l'époque le plus ancien détenu de France. Donc il y a eu quand même plusieurs jours, on a parlé de lui, on en a reparlé un peu à sa mort, et là c'était 2005, donc alors je sais pas ce que je faisais le soir où il a été libéré, je devais donner le bain à mon fils, j'imagine, qui était petit. En tout cas, ça m'avait complètement échappé. Donc moi, quand je lis dans les mémoires d'Henri Leclerc, Lucien Léger, l'étrangleur, Luc Taron, ça ne me dit absolument rien, et il y a quelque chose qui m'intrigue un peu, qui me titille, c'est qu'il dit, bon, c'est une affaire atroce, la mort d'un petit garçon, il était sans aucun doute coupable, mais enfin, il reste des zones d'ombre, des questions sans réponse, des parties troubles dans ce procès, dans cette enquête. Alors je me dis, bah tiens, je vais le voir ce soir à France Inter, je vais en profiter, et après l'émission, on sort tous les deux de la maison de la radio, on va vers les taxis, pour partir, et je lui dis, maître, si je peux me permettre, je voudrais vous poser 2-3 questions sur l'affaire Lucien Léger qui m'a un peu interpellé dans votre livre. Et il me dit, oh non, c'est du passé, je n'ai pas envie de parler de ça. Le gars était fou, le gars était coupable, j'ai pas envie d'en parler. Ça m'a paru bizarre. Je lui ai demandé s'il avait conservé le dossier, ça m'intéressait. Il m'a dit non, j'ai tout jeté. Sa réaction m'a étonné, déconcerté. Et donc, évidemment, à peine rentré chez moi, je me suis dit, je vais voir de quoi il retourne, et je suis allé sur Internet et j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire. Bon, voilà. Et donc, ça a donné ces 750 pages, mais qui, tout de suite, ne vous ennuieront pas. Hein. On aura peut-être un peu de temps pour le lire, mais c'est idéal pour passer l'hiver. Le livre est constitué de 2 grandes parties, comme on a dit tout à l'heure, mais il s'ouvre par une sorte de prologue qui est un prologue en forme de forêt, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il commence par une nuit que vous passez dans la forêt où a été retrouvé le corps du Luc Taron. Et
bon, on verra, on peut le dire tout de suite, pourquoi vous vous trouvez là cette nuit-là. Et il y a une chose enfin, deux choses m'ont intrigué dans cette histoire de forêt, c'est que d'abord c'est une forêt assez effroyable, en tout cas vous la décrivez d'une façon un peu effroyable, parce que vous notez qu'il manque évidemment la vie humaine, il y a le silence règne, et c'est l'absence de témoins. Ces trois éléments-là, c'est les trois éléments du roman et de cette affaire. En fait, cette forêt représente peut-être quelque chose comme le livre. Et évidemment, tout ça est contrebalancé par beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, parce que vous parlez de vos malheurs physiques, de pensée. Et d'autre part, voilà, il y a cette histoire aussi d'aube, parce qu'en fait, ce que vous guettez, c'est l'aube, c'est-à-dire le moment où probablement il est mort, ou le moment où on l'a découvert, sans pas encore exactement à quel moment. Et cette aube, en fait, elle se lève un peu comme un rideau, comme une brume un peu sur le roman, comme un voile, quoi, en fait. Et l'aube, on passe du noir à la lumière, et en fait, en écrivant ce livre, en faisant ce petit travail, on part un peu du noir, de l'obscurité qu'on avait sur cette affaire, vers un peu plus de clarté, en tout cas. Oui, moi en fait, quand je travaille sur un livre, je me divise en deux, c'est-à-dire que je suis d'abord une sorte de journaliste ou d'historien ou d'enquêteur un peu passionné, donc je fais des recherches, documentation, je vais sur les lieux, je vais aux archives, etc. Et seulement ensuite, une fois que tout est terminé, je me transforme en romancier, en écrivain, et j'essaye de raconter cette histoire. Et donc là, au début, enfin moi, quand je suis allé dans cette forêt, c'était pas du tout prévu, c'est-à-dire j'y suis allé parce qu'il fallait que j'y aille. Alors je n'aime pas les forêts, j'ai peur des forêts. Quand je vois une forêt dans un train ou dans une voiture, quand je vois une forêt sur le côté, je ne regarde pas, même de jour, je veux dire. Et là, j'ai dû y aller la nuit, parce que le petit est censé avoir été tué vers 4 heures du matin dans cette forêt. Et donc, j'y suis allé à 4 heures du nuit de pleine lune. Et donc, j'y suis allé une nuit de pleine lune. Il a fallu que je fasse plusieurs essais, parce que il y a eu la première nuit où j'y suis allé, il y avait des nuages, alors qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai dû attendre une nuit de pleine lune sans nuages. Et je suis allé à l'intérieur de cette forêt, au pied de l'arbre où est mort ce petit garçon, en tout cas où a été retrouvé mort ce petit garçon, avant l'aube, c'est-à-dire la nuit, parce que je voulais savoir, c'était important, c'était pas juste anecdotique, c'était pas sentimental, c'était que je voulais savoir si à 4h12 du matin, malgré la pleine lune, on voyait quelque chose ou pas, et je savais avec les relevés météorologiques que le soleil s'était levé, disons, à 4h57, et je voulais savoir, quand on dit le soleil se lève à 4h57, en fait, il fait jour plus tôt, le temps qu'il apparaisse, etc. Donc je voulais voir tout ça. Et donc je suis allé tout seul dans cette forêt, tremblant de peur, j'étais malade, j'ai eu une gastro, je crois que c'était une gastro d'hypocondrie, tellement j'avais peur. Tout seul au pied de cet arbre en pleine nuit, moi qui suis quand même assez costaud, et qui dit toujours je suis courageux, j'ai peur de rien, et tout ça, le moindre craquement, il y a peut-être un écureuil qui a marché sur une branche, je criais. Et donc voilà, donc au départ j'y suis allé simplement pour vérifier à quelle heure on voyait l'arbre qui se trouvait à 5 mètres devant, etc. Et en fait après, quand j'ai commencé à écrire le livre, après plus de 2 ans de recherche et après avoir réuni toute ma matière première, je me suis dit en fait ça symbolise ce que vous venez de dire exactement, Nicolas, c'est-à-dire que ça symbolise exactement déjà cette forêt, parce que moi j'étais anxieux dans cette forêt, parce que c'est encore pire que l'océan, je dis dans le livre, l'océan on voit rien autour, mais au moins on voit l'horizon. La forêt, on voit rien autour, enfin on voit tout est pareil de tous les côtés, et on voit même pas d'horizon, donc ça me semblait correspondre assez justement à la complexité incroyable et le côté sombre et glauque et nauséabond de toute cette histoire. Et puis, effectivement, le jour qui se lève, alors ce serait un peu prétentieux de dire que j'ai fait lever le jour sur l'affaire, mais en tout cas, pour moi, oui, ça représentait, c'est pour ça que c'est le début de l'histoire. Moi, tout seul, malheureux, au pied de cet arbre, malheureux et trouillard, et malade, au pied de cet arbre,
mais je trouvais que ça symbolisait assez ce dans quoi je proposais au lecteur et à la lectrice de s'engager, quoi. Une forêt assez inquiétante et sans fin. D'ailleurs, il y a une remarque qui est très belle à la fin de cette partie-là à propos de l'aube. Vous dites que l'aube, en fait, c'est le moment où les animaux que vous entendez dans le noir, tous les bruits de la forêt, etc., s'estompent. En fait, les animaux disparaissent parce que finalement, c'est le monde des hommes qui va recommencer et que c'est ça qui est peut-être le plus effrayant parce que pour eux, c'est le matin des monstres en quelque sorte. Et cette forêt, peut-être, est-ce qu'elle symbolise aussi un regard que vous avez sur la société de cette époque? Oui, c'est exactement ça. En fait, quand j'étais la nuit dans cette forêt, que j'entendais le moindre pas d'écureuil ou la moindre feuille qui tombait à 50 mètres, j'étais pas rassuré. Mais quand le jour s'est levé et que du coup, assez bizarrement, il n'y avait pas d'activité humaine, il n'y avait pas de bruit, pas de voiture, mais le simple fait que la lumière apparaît, je pense que c'est les sens, mes yeux qui prenaient le contrôle, et j'avais l'impression que tout d'un coup, je n'entendais plus je n'entendais plus de craquement de branches ou quoi. Mais du coup, je me suis rendu compte que c'était encore plus inquiétant, oui, la disparition de la vie animale qui grouille, etc. Et tout d'un coup, cette forêt éclairée de manière grise, fade et pas très joyeuse, et silencieuse, j'ai ressenti encore plus la présence, parce que c'était vraiment étrange, je suis pas mystique ni rien, mais j'étais assis au pied de l'arbre où le corps d'un petit garçon a été retrouvé 56 ans plus tôt. Donc je voyais les feuilles devant moi, je me disais là il y avait ce pauvre petit Luc. Donc j'étais quand même et je me suis rendu compte que c'était encore plus inquiétant, affolant et triste avec la lumière que dans la nuit. Alors, ce qui peut nous intriguer aussi dans un bon livre comme celui-ci, avec énormément de documentation, enfin, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va s'y prendre, comment est-ce qu'on va commencer. Et alors, sur cette question de l'art de commencer un roman, là, vous faites appel à, si je puis dire, à un de vos collègues qui s'appelle Homer. Oui, parce que vous dites, parce que d'ailleurs, ça me fait me souvenir cette histoire en vous disant que Raymond Queneau disait que il n'y a que deux sortes de romans. Il y a ceux qui descendent de l'Iliade et ceux qui descendent de l'Odyssée. Enfin, les romans de guerre et les romans de voyage, d'aventure. Voilà. Et en fait, ce que vous faites remarquer dans l'Odyssée, c'est que Homère, en fait, dit on peut commencer ici ou là, il faut avoir des partis pris, et en fait, ce qui va tout arranger, c'est l'ordre et la ruse, c'est-à-dire raconter les choses dans le désordre, et puis par une pirouette, retomber sur ses pieds. Alors, peut-être est-ce que vous ne faites pas exactement comme ça, parce que je me suis laissé dire que vous, au contraire, vous réunissiez une grande documentation, puis vous reveniez en arrière, justement pour tout ordonner. Et donc, les pirouettes existent, puisque vous faites beaucoup d'incises personnelles, des anecdotes très drôles, souvent très savoureuses. Mais vous écrivez, comme vous le dites d'ailleurs, une très belle expression, à la simple mortelle. Oui, évidemment, mais je pense pas qu'Homère, je sais plus si c'est l'Iliade ou l'Odyssée, je crois l'Odyssée, donc qui commence comme ça, il dit à la muse, et la fille de Zeus, il dit commence par où tu veux, évidemment, c'est pas tout à fait du hasard, et tout ça est très calculé, donc moi aussi, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai toute ma matière première, donc après, là, en l'occurrence, deux bonnes années de recherche, j'organise tout ça et je me dis maintenant, il faut que je fasse mon travail de romancier, de narrateur. C'est le plus passionnant pour moi, c'est de trouver une narration et un moyen de raconter une histoire. Évidemment, je fais semblant de partir un peu de n'importe où. Je dis, puisque Homère disait qu'on pouvait commencer à raconter une histoire à partir de n'importe quel moment, si c'est bon pour Homère, c'est bon pour moi. Donc je fais semblant de commencer, je dis, commençons à la sortie de l'école où tout commence, mais évidemment, tout est, enfin je dis ça très modestement, très humblement, mais tout est calculé. En fait, tout est même quand on a l'impression que je me laisse aller, que je digresse, que je pars sur des chemins parallèles.
Tout est prévu, c'est mon travail de romancier. Il y a des gens qui me disent, enfin des lecteurs un peu qui me disent oui, quand même, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, vous prenez une histoire qui existe déjà, vous auriez pu inventer. Pour certaines personnes, écrivain, romancier, c'est inventer une histoire. Je leur dis toujours, moi, c'est comme si on disait à un peintre, je sais pas, Cézanne, il peignait la Sainte-Victoire, c'est comme si on lui disait, tu aurais pu inventer une montagne au lieu de recopier la Sainte-Victoire. Et pour un écrivain, c'est pareil, donc je trouve que moi, qu'on invente, je lis beaucoup de fiction, hein, j'ai beaucoup de respect, d'admiration même pour les gens qui créent des histoires, mais je trouve pas que ce soit là le principe de la littérature et le cœur de la littérature, que ce soit une histoire inventée ou une histoire qui a existé et qu'on a reconstruite en se documentant, ça revient au même, la matière première est la même. Moi, après mes 2 ans de recherche et de documentation, j'avais un énorme fichier de 1900 pages d'enquête, de documentation, c'était ma matière première, j'aurais pu l'inventer. Là, je me dis maintenant, je traite ça comme une fiction et je dois trouver un moyen de la raconter au mieux, ce qui fait la différence entre un bon livre, un mauvais livre, un livre moyen, ou même, je pense que si mon fichier, après toutes mes recherches, je l'avais donné à 5 confrères ou consoeurs écrivains et écrivaines, ils auraient fait ils auraient fait 5 bons livres complètement différents. Donc là, pour moi, s'exerce l'art ou le travail du romancier. Cet art du romancier, d'ailleurs, il est fondé beaucoup sur la précision. Par exemple, vous décrivez très bien toute la mécanique policière, judiciaire. On rencontre vraiment tous les acteurs, les premiers acteurs, disons, de cette affaire. Et d'ailleurs, il y en a certains qui passent par Argenteuil. Je tiens à signaler, C'est quoi, je me rappelle plus. normalement, notamment un chien. Blarneau. Oui, voilà. Le chien Blarneau. Il vient d'Argenteuil. Et plus loin, il y a aussi Broussard, hein, vous savez, celui qui. Le commissaire Roussard, il vient d'Argenteuil. Vous dites qu'il a fait ses 4 premières années à Argenteuil, c'est celui qui a tué Messrine. Je voulais absolument me faire inviter au presse-papier. Et donc, tout ça pour dire, Luc Tarmont, cette petite victime, finalement, au début de l'histoire, quand on retrouve son corps, quand l'enquête commence, qu'est-ce qu'on sait de lui en fait? Qui est ce petit garçon et comment est-ce qu'il vit? Au début, on ne sait rien du tout. On retrouve donc à 20 km de Paris, dans un bois de l'Essonne, qui s'appelait à l'époque la Seine-et-Oise, on trouve un petit garçon qui n'a évidemment pas de papier ni rien. On pense que c'est un garçon du coin, on pense même pas tout de suite à un crime, on pense qu'il a voulu monter dans l'arbre pour peut-être chercher dans un nid ou quoi, qu'il serait tombé. Mais bon, ils se disent en pleine nuit à 3 h du matin, c'est quand même assez bizarre qu'un enfant tombe dans un arbre. Et donc il est trouvé un mercredi matin à 5 h du matin, disons. Et c'est le soir à 19 h. Ses parents à Paris, à Saint-Lazare, Saint-Lazare, c'est marrant, on a pris le train à Saint-Lazare pour venir. Argenteuil, Saint-Lazare, tout est dans ce livre en fait. Ses parents ont signalé sa disparition. Et donc on met toute la journée, c'est moins rapide qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'informatique, etc. À donc découvrir que c'est un petit garçon qui s'appelle Luc Tarmont, qui habite donc, dans le quartier de Saint-Lazare et qui a fugué de chez lui la veille. Donc il est retrouvé le mercredi matin, il a fugué la veille, mardi soir, vers 17h30, 17h45. On ne sait pas trop pourquoi, c'est un petit garçon bizarre, assez renfermé, assez pas autiste, mais pas loin, enfin en tout cas très réservé, pas très bavard, un peu brutal, qui a déjà, à 11 ans, qui a déjà fait 2 fugues de chez ses parents. Et là, c'est la 3e fugue, donc les parents ne s'inquiètent pas trop, ne signalent pas. Sur le coup, ce qu'on se dit, c'est qu'ils ne s'inquiètent pas trop parce qu'il a déjà fugué 2 fois. Ils signalent sa disparition le lendemain à 10 h du matin, ce qui est quand même ils passent la nuit avec leur fils de 11 ans qui est dans Paris. Après, dans la 2e partie, les monstres, les parents, en tout cas le père du petit fait partie de ceux que je considère comme des vrais monstres de cette histoire. Donc on voit d'un œil différent le fait qu'il n'ait pas signalé sa disparition. Mais voilà, on sait juste que c'est un petit garçon qui est parti de chez lui. Après avoir volé 15 francs dans le porte-monnaie de sa mère, il est parti en courant de chez lui. Et on le retrouve le lendemain matin, à 20 km de là, mort au pied d'un arbre. Et d'ailleurs, vous parliez de ce quartier de Saint-Lazare. Disons, tout se passe entre Saint-Lazare et la place de l'Europe. En gros, c'est la rue de Naples, la rue du Rocher, tout ça, enfin, tout ce petit quartier. Et vous faites
d'ailleurs, enfin, il y a toute une géographie parisienne au fil du livre, où vous recherchez d'anciennes adresses, des boutiques ou des bureaux qui ont disparu, des hôtels ou des bars, etc. Et évidemment, voyez venir, j'imagine, ça nous fait penser à un autre écrivain que vous aimez beaucoup, c'est vraiment, enfin ça nous fait penser beaucoup au Paris de Modiano, qui lui aussi aime beaucoup retrouver ses anciennes adresses, etc. Et j'aimerais, si vous voulez, vous poser quelques questions là-dessus, parce que j'ai relevé quelques pages qui sont hantées par Modiano. Alors, Il y en a. je ne révèle pas tout, parce qu'on a eu un gros coup de théâtre dans la deuxième partie. Mais, alors, il y a déjà évidemment cette histoire de fugue qui évidemment fait penser à Dora Bruder, dont vous dites d'ailleurs que, enfin, dont Modiano dit que la fugue, c'est peut-être aussi une expression un appel au secours ou comme même un suicide, puisque Dora Bruder disparaît complètement. Il y a l'histoire du bois de Verrières où le corps est retrouvé. Alors, Verrières, dans un premier temps, je ne sais pas pourquoi ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais ça me faisait penser à Louise de Villemorin, parce que c'est là où elle avait sa propriété, où Malraux, tout ça informel. Mais en fait, Verrières, ça nous conduit à jouer en Josas, qui est un lieu, la fameuse adresse, je notais, du 38 rue du docteur Curzen, dont Modiano parle dans plusieurs de ses livres parce qu'il était là enfant et que lui-même a fait une fugue. Sa mère l'avait placé chez une personne qui s'occupait de lui, et il avait fait une fugue à l'âge de 7 ans. Il en parle dans de nombreux livres. Et justement, je me suis dit, mais quel dommage, vous n'avez sûrement pas pu le lire avant de terminer votre livre, mais encore dans son dernier livre, dans Chevreuse, il revient encore sur cette histoire, et c'est un livre formidable d'ailleurs. Une parenthèse. Et, on est là pour parler de mon livre. Et il y a aussi une apparition furtive dès les premières pages du père de Modiano. Alors ça, c'est intéressant parce que il se passe quelque chose rue Marignan. Enfin, on trouve un des premiers indices, disons, de cette affaire rue Marignan, pas loin d'un restaurant, où le Modiano raconte que son père est sorti de ce restaurant un jour avec une actrice allemande qui devait passer pour une maîtresse de Billy Wilder, enfin bref, en pleine occupation. Et il en parle dans un pédigré, un livret de famille, je sais pas, les souvenirs dormants aussi probablement. Et cet événement n'est pas là par hasard à mon avis, c'est qu'il est lié à une rafle. Parce que son père échappe à une rafle à ce moment-là. Et l'idée de rafle et l'idée de fugue, à mon avis, ont quelque chose en commun. Et finalement, est-ce que tout ça, ça n'est pas pour nous dire aussi, cette histoire qui se passe en 1964, elle se passe aussi dans les années de l'occupation. C'est aussi le Paris de cette époque, c'est encore un héritage du Paris de l'occupation. Alors là, il y a plusieurs questions ou réponses possibles dans ce que vous venez de dire. D'abord, Modiano, je vais expliquer parce que sinon on va prendre pour un fou. Moi, j'aime Modiano depuis longtemps, depuis 30 ans. Je lis et je relis ses livres. C'est vraiment, c'est plus que de la littérature, c'est quelqu'un qui me touche, enfin, dont la personnalité, l'âme, les sentiments qui transparaissent dans ses livres me touchent vraiment directement. Et donc, j'en ai jamais vraiment parlé dans mes livres. Et là, dès le début, j'en parle. Alors, c'est une sorte de jeu avec le lecteur parce que j'en parle beaucoup, je cite beaucoup de ses livres, je dis comme disait Modiano, comme Modiano le fait remarquer dans Remise de peine, dans machin. Et je me dis que les lecteurs doivent se dire, il nous saoule avec son Modiano. Moi, quand je l'interromps, mais à un moment, vous dites aussi, page 88, Modiano sort de ce livre. Oui. Moi, je me suis rendu compte en enseignant sur ces années 60, j'avais l'impression que c'est Modiano qui avait créé tout, comme une sorte de génie qui avait créé tout le décor de Paris des années 60, et j'en parle beaucoup, jusqu'à ce que le lecteur se dise, si tu as envie d'aller serrer les comptes de Modiano, va chez lui, mais laisse-nous tranquille, arrête d'en parler dans ton livre.
Et en fait, c'est pas pour rien, évidemment, c'est que tout à coup, comme disait Nicolas, il y a une sorte de coup de théâtre, c'est-à-dire que Modiano apparaît en vrai dans cette affaire, dans cette histoire. Et pour ce qui est des années 40, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce fait divers, comme à mes livres précédents d'ailleurs, j'ai toujours l'impression que c'est déconnecté de la société, du décor dans lequel ils ont eu lieu. Je les traite au début, enfin j'essaye de les traiter comme des faits divers en eux-mêmes, c'est-à-dire la mort d'un petit garçon. Je me disais, ça aurait pu arriver en 1927 ou en 1994, c'était pareil. En fait, non, je me rends compte à chaque fois, et là encore plus, que c'est ancré dans une société, que si ça n'avait pas été en 64, ça n'aurait pas été la même chose, que tout ce qui est autour, tout le bocal, l'aquarium autour du petit poisson du fait divers joue beaucoup. Et là, il y a eu un deuxième niveau, c'est que pour moi, dans mon esprit, dans mon inconscient, comme ça, les années 60, c'était le début d'une nouvelle époque qui a donné notre société d'aujourd'hui. Et je voyais vraiment mentalement une sorte de barrière, de trait entre la société d'avant, la société d'entre-deux-guerres, la guerre, l'occupation, l'immédiate après-guerre jusqu'au milieu des années 50, et le début des années 60. Pour moi, ça marquait vraiment un renouvellement, un recommencement, enfin, le début de quelque chose. Et je me rends compte, évidemment, en plongeant là-dedans, que non, que tous les gens qui ont 20, 30, 40 ans, surtout dans les années 60, en 64, 65, sont des gens qui ont des pieds dans l'occupation, dans la guerre, qui ont grandi là-dedans, et qu'évidemment, ça ne s'oublie pas comme ça, c'est pas juste en disant, tiens, c'est les années 60, on oublie tout. Donc, évidemment, l'occupation, avec tout ce qu'elle a de troubles et de nauséabondes souvent, a grandi un peu comme quand on dit dans les histoires de faits divers, quand on empoisonne quelqu'un à l'arsenic, on en trouve dans les cheveux. Là, c'est un peu pareil, l'arsenic de l'occupation est dans les cheveux de tous ces gens de 1960, 70, c'est pareil. Et d'ailleurs, j'imagine que le titre du livre a aussi un lien avec ça, parce que ces années 60 dont vous dites, on imagine toujours que c'était l'époque de, je sais pas quoi, des mini-jupes, de la consommation, etc. C'est aussi le printemps d'une société très dure et qui finalement va être la nôtre, et on demande si ce printemps des monstres, ça n'annonce pas déjà notre automne des monstres aussi. C'est exactement ça, moi, c'est exactement comme ça que je l'ai vu, c'est-à-dire que moi, en étant né dans cette décennie-là, mais peut-être même si on est né en 50 ou 70, je sais pas, moi j'avais une vision très colorée, légère, insouciante des années 60, le rock'n'roll, le plein emploi, les jeunes, la liberté dans plein de domaines. Et en fait, quand on se replonge dedans, alors moi je me suis replongé qu'à travers les archives, les journaux de l'époque, etc., mais ça suffit. On se rend compte que pas du tout. Et on se rend compte qu'à la fois, c'est comme une sorte effectivement de printemps, c'est-à-dire c'est vraiment l'adolescent de notre société d'aujourd'hui, mais que c'est un printemps bien sombre, bien glauque, et que les images qu'on en a gardées, des mini-jupes et des voitures, des rock'n'roll et des jeunes qui font la fête, c'est vraiment un tout petit millimètre au-dessus à la surface de ces années-là, et qu'en dessous, c'était bien plus dur qu'aujourd'hui à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, n'importe qui pouvait trouver du travail. Lucien Léger n'arrête pas de changer de métier, mais ce sont des métiers très mal payés, pénibles, sans aucune sécurité ni rien. Effectivement, Lucien Léger a un logement, il habite dans un hôtel à Invalide, dans un hôtel meublé à Invalide, on peut se dire, c'est quand même pas mal, quoi. Mais en fait, c'est complètement insalubre, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de... ça lui prend 70% de son salaire, enfin bon, c'est tout à fait insalubre. Lui se considérait comme, il a créé une association des mal logés, des sans logis, alors qu'aujourd'hui on dirait, il est dans un hôtel invalide, hôtel où je suis allé dormir d'ailleurs, qui est maintenant un 3 étoiles tout à fait respectable. Et puis, voilà, Lucien Léger dit, si j'ai de la viande une fois toutes les 2 semaines, je suis content, les haricots verts, c'est un produit pour les riches, enfin voilà. Sa femme, Solange, elle est internée en hôpital psychiatrique dans des conditions assez difficiles. Quand elle sort, elle n'a aucune aide, elle n'a rien, elle n'a pas 50 centimes pour s'acheter une baguette de pain ou une moitié de baguette de pain. Enfin bref, tout ça pour dire que cette société rutilante, pimpante et joyeuse qu'on a gardée en tête, c'était pas du tout le cas, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui. Et effectivement, ça a annoncé
aussi bien au niveau des médias d'ailleurs que de plein de choses. Ça a annoncé notre société, maintenant c'était son printemps. Dès que cette affaire est connue, la presse s'en empare. Il y a la rumeur aussi publique, c'est une affaire qui interroge beaucoup, qui a un grand retentissement. Et d'ailleurs, j'avais noté une phrase là qui est vraiment très, très belle, hein, que vous avez écrit à ce sujet. Vous dites la psychose met ses pantoufles et s'installe sur les genoux de la presse dans son fauteuil. La psychose s'installe dans la... Parce que la presse, les médias ont joué un grand rôle et Lucien Léger s'en est servi. C'est le premier fait divers en France et même sans doute dans le monde où j'allais dire l'assassin, en tout cas le présumé coupable, se sert à ce point de la presse. On peut dire très clairement pour tout le monde que dès l'enterrement du petit... Avant même l'enterrement, oui. Avant, je crois que ça commence à ce moment-là. Il commence, ce fameux Lucien Léger, commence à envoyer des lettres anonymes à la presse, aux médias, même à la famille Taron, et où il se revendique non seulement l'assassin, mais ce sont des messages assez fous parce qu'ils sont assez très, très ironiques, très, très mordants, très provocateurs, parfois très drôles parce qu'il en fait tellement que, parce qu'à un moment il écrit à Papon, la matraque ou à Léon Zitrone, il disait j'espère que tu vas parler de moi dans ton journal, dans ton ce soir, enfin bon, des choses comme ça. Et finalement, très vite, on se dit, mais ce Lucien Léger, qui est-il? Et surtout, pourquoi il se lance dans cette affaire de lettres anonymes qui va causer sa perte? C'est ça, s'est retourné contre lui. Il a parfaitement bien utilisé les médias et compris l'importance de... C'est une explosion, le début des années 60, une explosion des journaux populaires. Il y a France Soir, Paris Presse, Paris Jour, France Dimanche. Enfin, c'est vraiment... c'est ce qu'on peut aujourd'hui... ça peut être mis en parallèle avec les réseaux sociaux. Par exemple, à l'époque, c'est vraiment... Lucien Léger comprend, donc il inonde vraiment les médias, la radio, le RTF, de lettres anonymes qui signe l'étrangleur, c'est-à-dire qu'il comprend assez vite que ça fait peur, enfin voilà, ils lui font un nom, il s'appelle l'étrangleur. Et ce sont des messages qui sont à la fois complètement farfelus, parfois drôles, souvent odieux, vraiment, il écrit aux parents, par exemple, des choses absolument odieuses, aux parents de la victime. Mais, donc le petit est retrouvé un mercredi matin, à 5h du matin, et le même jour, à minuit, devant Europe 1, Europe 1 reçoit un coup de téléphone, descendez, il y a une 2 chevaux, et sur les suites de cette 2 chevaux, il y a un mot pour vous. Et donc les gens d'Europe 1 sortent, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais ils trouvent le mot, et ce mot paraît complètement farfelu, on dirait un dingue qui écrit « c'est moi, je l'ai étranglé, je vais en tuer d'autres », bon. Et en même temps, donc les policiers auraient pu se dire « c'est un fou qui a entendu parler dans la journée qu'on a retrouvé le corps de ce petit garçon et qui essaye de se faire mousser, enfin, de manière sordide ». Mais dans ce premier message et dans tous les autres, il y a des détails qui ne peuvent pas avoir été inventés. C'est-à-dire, par exemple, il dit, donc c'est moi qui l'ai tué, il avait une tache de mercurochrome sur la tibia, sur la jambe, et ça, personne ne peut le savoir, ça n'est pas paru dans la presse, etc. Donc, il est pris tout de suite au sérieux, mais on se dit, c'est un fou, et pendant 40 jours, il envoie 56 messages comme ça, tous plus abominables les uns que les autres. Et d'ailleurs, parce que c'est vraiment vulgaire, c'est écrit avec des fautes, c'est écrit avec des grosses lettres, de manière vraiment brutale. On dirait vraiment un sauvage qui écrit ça. Et au milieu de ces 56 messages, il y a une phrase qui ressemble pas au reste, qui est, parce qu'il y a un journal qui est, je crois, Paris Presse, qui avait dit le monstre a encore frappé, ou je sais pas quoi. Et lui, il disait, je ne suis pas un monstre, je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres. Et cette phrase, tout d'un coup, assez poétique, intelligente et plutôt juste et belle, ça ne ressemblait pas au reste, et c'était le vrai Lucien Léger, c'était pas son personnage de l'étrangleur qui écrivait ça. Et c'est pour ça que j'ai pris la moitié de cette phrase pour le titre. Parce qu'il faut dire que ce Lucien Léger, c'est quelqu'un
d'assez cultivé, qui aime beaucoup la musique, qui aime la poésie. Enfin, c'est quelqu'un de très effacé dans la vie. Enfin, c'est pas un meneur quoi. Et là, bon, la seule explication qu'on se donne au départ, c'est on dit, c'est quelqu'un qui trouve de l'importance, qui se donne de l'importance dans la vie, justement grâce à ses lettres anonymes, d'autant plus qu'il avait des velléités d'écriture lui-même. Oui, il se pensait poète, un peu à tort, je pense, mais en tout cas, cet homme qui était très intelligent, très cultivé, qui n'avait absolument aucun charisme et aucune influence autour de lui, même sur ses voisins de palier, et qui donc en nourrissait une certaine amertume, une certaine rancœur, avec ses lettres, il devient l'homme le plus important de France. C'est-à-dire que vraiment, il écrit à François, si demain vous mettez pas ma lettre en une de votre journal, je tue un enfant, et François publie sa lettre. Il écrit à Léon Zitrone, comme vous disiez, mon vieux Léon, t'as intérêt à parler de moi ce soir au journal de l'actualité télévisée, parce que Léon Zitrone le fait. Enfin, tout d'un coup, ça devient une sorte de monstre omnipotent, il décide de tout, alors que c'est un personnage fade, qui justement souffre depuis, il a 27 ans à ce moment-là, souffre depuis 25 ans, enfin 22 ans, de ne pas être perçu comme lui sans qu'il ait. Et là, pendant 40 jours, c'est le maître du monde, en tout cas le maître de la France, mais pas loin du maître du monde, parce que on parle aussi de lui dans les journaux allemands, américains, même le New York Times, je sais pas quoi, parle de The Strangler, Paris. Et donc il est débordé par sa puissance, il devient complètement fou, ivre de son pouvoir et de sa puissance. Et la presse, qui n'est pas un enfant de cœur, va se retourner contre lui. Et voilà, il passera sa vie en prison parce qu'il a essayé, il s'est cru il a fait la grenouille qui se prenait pour le bœuf. Il faut dire qu'il fait tout pour se faire arrêter aussi. Ça aussi, c'est assez troublant parce qu'au bout d'un moment, on parle plus assez de lui. Et puis il dit, mais il écrit à la police, demandez donc à Monsieur Lucien Léger, on lui a volé sa voiture, ça doit être l'étrangleur. Enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'il se fait arrêter lui-même. Sinon, il n'y avait aucune possibilité. C'est-à-dire que les messages continuaient à fluer. À l'époque, il n'y avait pas d'ADN, on ne pouvait pas tracer quoi que ce soit. Et il aurait pu continuer pendant des semaines et des semaines à inonder tout le monde de messages signés l'étrangleur. On l'aurait jamais retrouvé. En plus, la presse était assez maladroite à l'époque. C'est-à-dire que les policiers ont remarqué dans les premières semaines que la plupart des messages étaient postés du côté des Invalides, etc. Et donc a décidé de mettre des policiers en faction devant les bureaux de poste. Évidemment, les journaux, François, je sais pas quoi, la première chose qu'ils disent, c'est des policiers ont été mis en faction partout. Donc, alors, lui, évidemment, c'est facile pour lui d'ailleurs. Donc, on ne l'aurait jamais attrapé. Et c'est lui-même qui s'est livré, vraiment, c'est des choses intéressantes dans cette affaire, c'est lui-même qui s'est mis dans la gueule du loup. Enfin, il est vraiment allé, il a dit, intéressez-vous à un infirmier qui s'appelle Lucien Léger, quoi. Enfin, lui-même. Donc, il s'est fait attraper parce qu'il voulait bien. D'ailleurs, ça donne lieu à des scènes assez drôles. Par exemple, une scène où il écrit à la police parce la veille dans le métro, il était assis face à un policier dont il a relevé le matricule, etc. Et demandait donc au matricule tant il avait l'étrangleur en face de lui pendant tant de minutes. Et ça donne, je dis ça parce que ça donne lieu à une scène très drôle et très, très inventive. C'est génie d'avoir trouvé ça. Vous-même, vous prenez le métro pour aller pour une raison médicale, pour vous déplacer, je sais plus où, et vous vous dites, je vais décrire, on sait jamais, je vais décrire, tiens, la jeune fille là qui est dans le métro en face de moi, parce que après tout, on sait pas, quoi, on sait pas ce que ça peut devenir. Ce qui était drôle, c'est que ce policier, donc il est convoqué par Papon tout de suite, matricule 12183, et Papon lui dit, où est-ce que vous étiez hier soir? Il dit, dans le métro, entre Concorde et Invalides. Qu'est-ce que vous avez vu? L'étrangleur était en face de vous. Il a décrit comment vous étiez habillé, que vous aviez une sacoche bleue. Il a donné votre numéro. Et le policier dit non, j'ai pas fait attention. Je me souviens qu'il y avait une jeune fille, à l'air un peu mélancolique. Et donc ce policier, en fait, évidemment, comme tout le monde dans le métro, il a vu cette jeune fille un peu triste, un peu. Donc moi, je me dis, qu'est-ce qu'elle est devenue cette jeune fille de 1964, un peu mélancolique, qui était à côté de l'étrangleur elle aussi.
Et donc je fais pareil, je prends le métro et je décris une jeune femme en disant dans 50 ans, quelqu'un lira ça et pensera à cette jeune femme qui lisait un livre dont je n'ai pas vu le titre. Est-ce qu'on peut dire rapidement encore quelques mots d'un personnage important, c'est-à-dire le narrateur, qui lui-même est une sorte, voilà, c'est un avaleur d'archives, c'est presque le lieu des archives lui-même, à force de tout consulter. Et alors j'ai noté par exemple, il y a les archives qui se manifestent par exemple sous forme de lieux, les lieux de Paris, les hôtels, les chambres que vous essayez de louer d'ailleurs de façon très drôle, et évidemment toutes les archives de presse, les journaux, les livres, les archives audiovisuelles, puisque vous replongez dans les bulletins d'information de Radio Luxembourg, de France Inter, etc. Il y a aussi évidemment des livres, notamment un livre très, très savant qu'on fait deux hommes dont on parlait tout à l'heure. Et pourtant, malgré toute cette recherche dont on a l'impression qu'elle peut ne pas s'arrêter, il y a une limite à un moment qui se manifeste, c'est la limite physique dont vous parlez à propos de Suzanne Brunet. Donc, vous n'osez pas aller frapper à sa porte parce que c'est la seule. C'est la mère du petit garçon. Et son nom de jeune fille qui s'appelait Suzanne Caron. En fait, c'est la mère du petit garçon. Et c'est de toute cette affaire la seule protagoniste encore vivante. La plupart des gens dont je parle dans ce livre n'ont pas eu d'enfants, sont morts. Et elle, qui est peut-être la figure la plus importante du livre, c'est donc la mère du petit garçon, la mère un peu trouble du petit garçon, est toujours vivante. Et moi, je dis toujours, j'aime la littérature, je consacre ma vie à la littérature, soit la moitié de mon temps en tant que lecteur et l'autre moitié de mon temps en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur. Mais la littérature est quand même moins importante pour moi que les gens. C'est-à-dire que jamais je ne ferai passer un livre pour faire un bon chapitre, je sais pas quoi, au détriment, si ça blesse quelqu'un, jamais je ne ferai ça. Donc j'étais très ennuyé en écrivant ce livre parce que je savais que Suzanne Taron, la mère du petit garçon, était encore vivante et que dans ce livre, je passe 750 pages, non seulement à parler de la mort de son fils, ce qui est, voilà, quoi qu'elle ait fait ou qu'elle n'ait pas fait, c'est douloureux, plus que douloureux même, à dire que son mari était une ordure, je pense que le père du petit était une ordure, donc c'est quand même l'homme avec qui elle a passé 50 ans. C'est un des pires personnages du livre. Ouais. Elle a passé quand même 50 ans avec lui, moi j'aimerais pas que quelqu'un écrive que ma femme que j'aime était une ordure. Et puis à dire l'homme qu'on a arrêté, qu'on a envoyé en prison toute sa vie, c'était pas vraiment l'assassin de votre fils, enfin voilà, je m'en voulais vraiment, j'avais un problème de conscience. Donc c'est facile à dire, j'aurais pu ne pas écrire le livre, mais je voulais écrire ce livre, mais j'avais un problème de conscience par rapport à Suzanne Taron. Et donc j'ai trouvé son adresse et je suis allé rôder autour de chez elle, dans le 17e à Paris, et j'ai vu son nom sur l'interphone et je n'ai pas osé appuyer, j'étais lâche, ou j'avais peut-être peur de si j'allais la voir. Et si j'étais en face d'elle et qu'elle me disait, je vous en supplie, ne racontez pas cette histoire, j'aurais dû abandonner mon livre. Et le livre est sorti. Alors j'ai des infos. Ouais. Le livre est sorti donc là, à la rentrée littéraire. Je me disais, forcément, d'entendre parler. Enfin, comme le livre a eu beaucoup d'échos médiatiques. Et j'attendais. Et j'ai écrit, pendant que j'écrivais le livre, avant d'écrire le livre, j'ai écrit une longue lettre à cette femme pour lui dire, voilà, je m'apprête à écrire un livre sur l'affaire de la mort de notre enfant et du présumé coupable. Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre, qu'on en discute? Elle m'avait jamais répondu. Et là, ça c'était il y a 3 ans donc, que je lui ai écrit. Et là, il y a 1 mois, j'ai reçu un mail d'une dame qui me dit pardon, j'ai mis longtemps à vous répondre. Je suis la tutrice de Suzanne Taron. Et depuis 2017, c'est-à-dire pile au moment presque où moi j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire, elle a perdu la tête, enfin je pense qu'elle a Alzheimer ou quelque chose comme ça. Et donc je m'en suis un peu voulu de ressentir ça, mais ça m'a soulagé. Enfin, je me suis dit au moins,
Il n'aura pas conscience de tout ça, mais elle est toujours vivante. Dans ce... Vous n'avez pas vu qu'il y avait un truc de look de Sherlock Holmes, c'est bon. Oui, parce que donc, je suis un peu mieux des fois pour c'est comme ça. C'est pas un accessoire de théâtre. Et, oui, je veux dire, dans toute cette documentation, enfin dans tout ce travail du narrateur, il y a aussi des personnages très importants qu'on peut survoler si vous voulez, mais enfin particulièrement deux, qui sont des avocats. Et notamment, on croise, comment s'appelle-t-il? Attendez que je... Oui, non, mais d'abord, Maître Baudet, celui qui était l'avocat de Pauline Baudet. Donc, dans la petite femelle, dans le roman La Petite Femelle, et Maurice Garçon, donc l'un des plus célèbres avocats, dont d'ailleurs le journal a paru il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, qui a eu un très gros succès. Enfin, c'est un journal qui court sur les années 40, je crois. Et il parle un peu comme Modiano, vous n'avez pas l'impression? Je sais qu'il aime beaucoup Modiano, mais il parle un peu comme... Oui, enfin, Et donc, Maurice Garçon était, lui, l'avocat de celui qu'on connaît sous le nom de Georges Arnaud, l'auteur du salaire de la peur, qui est le héros, si je peux dire, de la Serpe. Et en fait, les livres se répondent comme ça quand même un peu, je trouve, les uns les autres, et je me suis demandé s'ils ne constituaient pas en quelque sorte une trilogie qui court en fait, disons, de l'après-guerre jusqu'aux années 60. Oui, alors c'est une sorte de trilogie involontaire, c'était évidemment pas prévu à l'avance, mais je me rends compte, mais même à des détails un peu plus qu'anecdotiques, aléatoires presque, mais par exemple, Pauline Dubuisson est née en 1927, Georges Arnaud est né en 1917, et Lucien Léger est né en 1937. Je me dis, je fais tous les 7. Maurice Garçon revient dans toutes les affaires. Maurice Garçon a failli être l'avocat de Pauline Dubuisson, et puis il l'a laissé tomber de manière pas très reluisante d'ailleurs. Maurice Garçon a été l'avocat de Georges Arnaud, et là il a joué un rôle vraiment... il a réussi à faire acquitter un homme que tout accusé, il lui a vraiment sauvé la tête. Donc c'était pour moi, c'était mon héros à cette époque-là, quand j'écrivais La Serpe. Et dans ce livre-là, Maurice Garçon, qui s'est occupé de toutes les grandes affaires du XXe siècle, donc c'est normal que je le retrouve moi dans mes livres. Maurice Garçon, pour moi, a été lamentable, et le mot est faible. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est à cause de Maurice Garçon que Lucien Léger a passé toute sa vie en prison. Moi, c'est mon héros, c'était mon héros jusqu'à ce que je m'intéresse à cette affaire, qui est tombé de son piédestal sur la tête. C'était sa dernière affaire à Maurice Garçon, et il a préféré sauver sa réputation que la vie de son client. Donc, moi, j'ai été le premier embêté, je m'y attendais pas. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire, je me suis dit, chouette, c'est encore Maurice Garçon, l'avocat. Et puis, ça a mal tourné. Donc, voilà, j'ai perdu un de mes héros. Mais oui, c'est vrai, il y a des similitudes dans ces 3 livres, La Petite Femelle, La Serpe et Au Printemps des Monstres, mais qui ne sont pas voulus. Je me rends compte, moi, des coïncidences ou des choses en parallèle sur ces années-là. La Serpe, c'est 1941, La Petite Femelle, le crime. La Petite Femelle, c'est 1951. Et là, c'est 1964. Enfin, ça suit des décennies, ça se recoupe, ça se rapproche. Mais oui, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est une sorte de trilogie. Une question, vraiment une toute petite question, mais comme vous parlez souvent de votre santé, heureusement, on voit que vous êtes en forme. Un jeune homme. En fait, vous semblez, en tout cas, en montrer beaucoup. Et cette histoire de montrer, ça me fait penser que montrer, c'est un rapport avec monstre, parce que c'est probablement l'origine du terme monstre. Et monstre, est-ce que c'est pas celui qui montre quelque chose?
C'est un mot très bizarre, monstre. J'ai même pas, quand j'ai choisi ce titre et que j'ai demandé à ce qu'on le mette sur la couverture du livre, j'ai même pas pensé à chercher l'étymologie, etc. Donc je sais même pas vraiment exactement. Mais c'est vrai que monstre, c'est très curieux. Monstre, c'est un truc atroce qui fait peur, mais monstre, c'est aussi, je sais pas, John Wayne, un monstre sacré, voilà. Enfin, ou je sais pas qui, un monstre sacré. Donc, il y a un monstre de foire qui font pas vraiment peur. Il y a des monstres méchants. Enfin, et donc, d'après vous, ça vient de montrer, c'est la même racine que de montrer. Oui. Alors peut-être donc ça serait plutôt les monstres, ceux qu'on montre dans les foires, quoi, les Fanfman, etc. Là, moi, évidemment, c'est dans le terme, parce que ceux-là, paradoxalement, justement, ils ne se montrent pas, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, les monstres les plus pernicieux, les plus dangereux, c'est ceux qu'on ne voit pas, et dans le livre, il y a plusieurs personnages qui sont comme ça, très respectables, ou ordinaires, ou innocents en tout cas, et qui sont les vrais monstres, mais qui justement ne se montrent pas. Alors justement, j'allais y venir, mais je crains beaucoup de... Enfin, disons, je pense qu'il ne faut pas trop en dire sur la deuxième partie, parce que il y a de tels enfin, c'est tellement excitant que si on raconte tout, d'abord on n'aura pas le temps, et puis... mais il y a quand même effectivement quelques personnages qui sont particulièrement odieux, à commencer par... Alors, le père de Luc Taron, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez fait une allusion. Moi, il y a Maurice Garçon, et alors moi, il y a un personnage que je ne connaissais pas du tout et qui m'a... j'ai trouvé intéressant aussi dans son genre, c'est l'actrice Nina Douchka. Parce que c'est une... là encore, c'est une personne dont on ne sait pas exactement si ce qu'elle dit, c'est... Elle change, c'est souvent de version, on a des indices qui nous indiquent que ce qu'elle raconte n'est pas tout à fait juste, mais qui est-il au moment où Lucien Léger la rencontre? C'est une apprentie comédienne, quand même. Oui, et ça encore, j'ai eu l'impression, quand j'ai croisé ce personnage, enfin cette personne, dans les archives, j'ai l'impression qu'elle a été inventée par Modiano. Je me disais, tu deviens fou, Philippe, calme-toi, c'est une vraie personne. Elle n'a pas été inventée par Modiano, donc c'est une jeune femme qui a 18 ans, qui est une actrice d'origine russe. Son père était un grand russe émigré, elle s'appelle Chantal Arbachevsky, et pour sa carrière d'actrice, elle se fait appeler Nina Douchka. Elle traîne à Montmartre, etc., dans les quartiers dont Modiano parle beaucoup aussi. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'elle était une créature de Patrick Modiano. Et alors voilà, on ne sait pas, et ça marque les limites, mais en même temps, moi j'aime bien toujours essayer de tout savoir, et là, grâce à ce livre, je me suis rendu compte qu'à un moment, il faut admettre, et d'ailleurs c'est plutôt réjouissant, mais il faut admettre qu'on ne sait pas, on ne saura pas. Dans la serre, par exemple, j'ai la prétention un peu puérile, un peu enfantine, de résoudre l'énigme, de dire, voilà, en fait, j'arrive, je suis le Colombo spatio-temporel, le vrai coupable, c'était lui, etc. Et avec le recul, je me dis, c'était un peu naïf, c'est sans doute, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais enfin voilà. Et là, dans ce livre-là, j'ai dû admettre, et ça m'a fait du bien, qu'on ne trouve pas toutes les réponses, on ne trouve pas un coupable tout désigné, et que par exemple, cette jeune femme, je ne sais pas du tout encore aujourd'hui, après avoir essayé vraiment de chercher, j'ai même contacté sa sœur qui vit au Canada, je ne sais pas si cette jeune femme était juste une jeune femme qui n'avait pas envie qu'on l'embête. Grosso modo, Lucien Léger disait qu'ils étaient très proches, que c'était une amie, pas plus qu'une amie, mais quand même une amie, qu'ils étaient très proches, et qu'il était un peu amoureux d'elle, elle un peu amoureuse de lui, qu'ils ont fait des choses ensemble. Et quand il a été arrêté, elle a été odieuse dans les journaux. Elle a dit, je ne connais pas ce type, c'est même pas un être humain pour moi. Enfin, elle dit, il me raccompagnait parfois en voiture quand je sortais du théâtre, parce que j'avais la flemme de prendre le métro. Mais c'est un objet, c'est un type sinistre, je le hais, si on condamne à mort, je m'en fous. Enfin, donc, il y a plusieurs choses très troubles. Peut-être qu'elle était au courant, d'après Lucien Léger, elle était au courant de certaines choses importantes dans la mort de Luc Taron, dans la disparition et la mort de Luc Taron. Peut-être que non, peut-être que c'est juste une jeune actrice à 18-19 ans, on n'a pas envie d'être collé au type le plus monstrueux, le plus haï de toute la France, parce qu'on sait que sa carrière va être foutue.
Et peut-être que c'est Lucien Léger qui a raison. Lucien Léger, 40 ans après, il en parlait encore à Stéphane Troplin, là, il parlait encore d'elle. Il disait qu'elle aurait pu être son alibi, mais il disait ça à 70 ans, quoi, alors qu'il avait 25 ans à l'époque. Donc il y a quand même quelque chose de fort, et on ne saura jamais, enfin, je pense sincèrement qu'on ne saura jamais si cette jeune femme, qui s'est enfuie peu de temps après, qui s'est enfuie, qui est partie au Japon, qui avait commencé une carrière à la télé, elle joue dans Jacques Croquant, des choses comme ça, et puis elle s'est enfuie au Japon, et elle est morte au Japon assez jeune, à 50 ans, et on ne saura jamais si elle avait des révélations à faire, possiblement, si elle a été impliquée là-dedans, ou si c'est juste une jeune fille comme plein d'autres qui n'avait pas envie qu'on l'embête avec une histoire de tueur d'enfant. On ne saura pas, et après tout, il y a plein de choses qu'on ne saura pas. Il faut s'y faire. Mais enfin, ça montre quand même, il y a quelque chose de très trouble, c'est que, par exemple, elle dit, je n'ai été qu'une seule fois, j'ai accepté de boire un verre avec lui, et ses amis comédiens disent, ah ben non, ben c'est là qu'il venait tous les jours, il occupait toujours la même place dans tel café, etc. Donc il y a des choses complètement contradictoires. Oui, qu'elle ait menti, c'est sûr. Est-ce qu'elle a menti parce qu'elle n'avait pas envie d'être mêlée à tout ça, ou est-ce qu'elle a menti parce qu'il y avait des choses plus sombres et plus lourdes? Moi, je pencherais plutôt de ce côté-là, d'ailleurs. Mais on ne peut pas l'affirmer, ça restera un mystère. J'ai écrit à sa sœur, et sa sœur, qui habite loin d'ici, en Amérique, et je ne dirais pas où, mais qui habite en Amérique, m'a dit laissez la mémoire de ma sœur en paix, cessez de harceler. Alors, je lui ai juste envoyé un mail pour lui demander si elle pouvait me parler de sa sœur. Donc ça restera mystère. Et enfin, j'aimerais terminer, si vous voulez, sur le seul personnage un peu lumineux, quoi, même très lumineux de cette affaire. Le narrateur. C'est Solange, la femme de l'étrangleur de Lucien Léger, parce que cette femme, c'est un être très, très fragile, mais qui va se relever, révéler extrêmement délicate et aimante, et enfin tout le contraire de l'image qu'on a d'elle dans la première partie finalement. Et je me suis demandé, alors deux choses à propos d'elle comme personnage littéraire, si je veux dire, c'est d'abord son nom. Alors je sais bien que vous n'avez pas inventé son prénom, mais Solange, c'est quand même dans la littérature particulièrement du 18e, c'est vraiment c'est comme Angélique, quoi. C'est le prénom typique de l'ingénue sur laquelle tous les malheurs du monde vont s'abattre, et en même temps celle qui reste un peu pure quand même, quoi. Et également, j'ai trouvé que, pour en rester dans la littérature, ça pourrait être un personnage de Dostoïevski, parce que un personnage de Dostoïevski, parce qu'elle est justement comme ça, flirte un peu avec la folie, en même temps il y a quelque chose d'un peu presque mystique, quoi, chez elle, et finalement dans ce Printemps des monstres, c'est elle qui par sa qualité humaine sauve un peu l'honneur de cette gamine. Oui, et puis moi, en tout cas, a sauvé pour moi, parce qu'à un moment, j'ai vraiment failli abandonner. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je travaillais sur ce livre. J'ai vraiment failli abandonner parce que je me dis, j'écris un livre, je parle de la mort, évidemment injuste, d'un petit garçon. Injuste et sans mobile, on ne sait toujours pas pourquoi il est tué. Je parle d'un type qui a passé toute sa vie en prison, à tort, pour rien. Autour d'eux, il n'y a que des personnages monstrueux et nauséabonds. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais donner ça à lire aux gens? Enfin, c'est vraiment... Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment l'humanité, j'aime les gens, il y a que ça qui m'intéresse vraiment. Et là, je trouvais autour de moi, partout où je regarde, que ce soit de manière un peu anecdotique, comme Lina Douchka dont on parlait, ou de manière beaucoup plus lourde et grave, comme le père du petit, ou d'autres, ou Maurice Garçon qui n'a pas fait son métier d'avocat correctement, etc. Partout où je tournais la tête, je voyais du noir, des choses hideuses, des tricheurs, des menteurs, etc. Et je me suis dit, je ne peux pas écrire un livre comme ça ne me correspond pas. Et finalement, au bout, mais vraiment de 1 an et demi, j'ai trouvé au fond du dossier la correspondance échangée entre Solange et son mari, Lucien Léger. Lui était incarcéré, donc c'était après
après son arrestation, et elle était internée en hôpital psychiatrique. Cette Solange a toujours été considérée comme une démente, une folle. Elle a passé l'essentiel de sa vie d'adulte dans des hôpitaux psychiatriques où elle était gavée de médicaments. Il y a eu quelques photos d'elle qui sont d'ailleurs assez curieusement, les gens qui ont lu le livre et qui ont tapé son nom sur Internet tombent sur, moi j'ai plein de photos d'elle où elle est très belle, très légère, comme sur la couverture où elle est. Mais sur Internet, les seules photos d'elle, c'est des photos dans un hôpital où elle a une tête, elle est vraiment gavée de médicaments. Donc c'est ça qui reste d'elle, même sur Internet. Et vraiment, c'était pas méchant, mais les gens disaient, bon, bah, cette femme est folle, on peut pas croire ce qu'elle dit, on peut pas écouter ce qu'elle dit, remettez-la en hôpital psychiatrique. Et je me suis rendu compte, en lisant sa correspondance avec son mari, que comme tous les autres personnages du livre, elle était à peu près l'inverse de ce qu'elle avait l'air d'être, sauf que tous les autres, ils ont tous l'air, encore une fois, innocents, respectables, tout ce qu'on veut, parents martyrisés par la mort de leur fils. Et quand on regarde de l'autre côté, quand on enlève le masque, c'est des gens vraiment plus que pas reluisants, quoi. Et elle a l'air d'une dingue, d'une femme complètement perdue, égarée et folle. Et quand on enlève son masque, on trouve une femme intelligente, drôle, sensible, émouvante, qui est moins folle que nous deux réunis, Nicolas, enfin moins folle que vous en tout cas. Et vraiment, et pour moi, là, à ce moment-là, quand je l'ai trouvé, ça fait 1 an et demi que je travaille sur le livre, j'étais vraiment, sincèrement, sur le point d'abandonner, et je me dis, sans vouloir employer une grande mot, je me dis, elle sauve l'humanité. Pour moi, il y a une lumière là-dedans. Solange, vous disiez le prénom Solange, moi j'entends seul ange, c'est bizarre, c'est un peu bébête, hein, mais moi j'entends vraiment seul ange. Et pour moi, voilà, elle rattrape tout le monde, elle me permet, moi, de me raccrocher à elle comme une sorte de petit phare au bout du marécage gluant et noir. C'est le petit phare qui, alors elle est morte jeune dans des conditions non seulement tragiques, sordides et mystérieuses en plus, mais voilà, pour moi, elle rachète tout et elle éclaire à la fois mon livre, modestement, mais même toute cette troupe de personnes. Et est-ce que, pour dire un mot de conclusion, peut-être avant quelques questions, puisque le livre se termine en fin de compte avec la disparition de presque tout le monde, même des noms sont effacés sur des pierres tombales, enfin on a l'impression que tout va disparaître et que finalement de toute cette histoire qui est quand même d'une complexité incroyable, de toutes ces vies mêlées, bah, ce qui va rester en fait, c'est les œuvres, c'est-à-dire c'est un livre comme celui-là et peut-être d'autres publications ou histoires que ça va susciter ou que ça a suscité. Moi j'en ai repéré 2 personnellement, mais si je peux apporter ma petite pierre à cette histoire. Bah, la première, c'est la chanson Si la photo est bonne de Barbara. Parce qu'en fait, l'origine de cette chanson, chose que je ne savais pas, que j'ai appris en entendant une interview, bah, c'est l'histoire de l'étrangleur, c'est le fait qu'il envoyait toutes ces lettres qu'on pouvait lire dans la presse, et elle devait suivre ça, et s'est dit, mais voilà, quand on dit toujours quelqu'un a une tête d'assassin, et quand sa photo est apparue dans le journal, non, il n'avait pas une tête d'assassin, il avait une tête... enfin, d'où la chanson Si la photo est bonne qui date de cette époque. Et la deuxième influence, mais qui est plus difficile à déchiffrer, c'est dans je vous en avais d'ailleurs dit un mot, c'est dans le roman Blanchot l'oubli d'Aragon, qui est apparu en 67, mais qui a été écrit sur toute la saison 64-65. Et en fait, il y a un étrangleur dans enfin, il y a une fille qui se fait étrangler dans ce livre, et il s'est aperçu que, parce qu'il a écrit le livre au jour le jour, en suivant l'actualité, que probablement cette histoire d'étrangleur avait conduit, peut-être inconsciemment, son récit et ce personnage, cette héroïne, à se faire étrangler. Donc je pense qu'il y a plusieurs conséquences comme ça parmi les... Oui, c'est vrai, vous en avez parlé, je ne l'ai toujours pas lu, vous en avez parlé. Oui, je pense que ça. C'est aussi dans une chanson de. J'en parle dans le livre, mais je ne sais plus qui, une chanson de Michel Delpech ou de. C'est quoi, où il parle de. Ah oui, où il revient sur l'année 64, 66.
Et oui, alors Barbara, c'est marrant parce que Solange a eu un moment des velléités, enfin, très brèves, hein, elle voulait chanter. Lucien Léger lui écrivait des poèmes, des mauvais poèmes, et elle voulait les chanter. Et elle a auditionné dans un cabaret rive gauche, qui s'appelait Chez Moineau, de la rue Guénégaud, un cabaret de la rue Guénégaud, qui est là où a débuté Barbara. Et Barbara habitait au-dessus. À l'époque, elle s'appelait la chanteuse de minuit parce que elle avait un petit studio au-dessus, puis elle descendait à minuit et elle chantait. Mais c'est là qu'elle est devenue, enfin, qu'elle a commencé à devenir Barbara. D'ailleurs, on croise plein de gens tout à fait intéressants de cette époque. Par exemple, le poète, l'animateur du club des poètes, Jean-Pierre Renet, on vous parle de façon très savoureuse. Enfin, bon, bref. Alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des coïncidences incroyables. Chez Moineau, qui était vraiment un bar pour tout le monde, un peu où il y avait à la fois des chanteurs, des artistes. Guy Debord, quand il est arrivé à Paris, est allé chez Moineau. Il y avait des vieux alcooliques, des jeunes paumés, etc. Et il y avait une jeune américaine qui venait tous les soirs chez Moineau avec un petit garçon, c'était sa babysitter. Et les parents de ce petit garçon n'étaient pas très présents, donc elle l'emmenait au bistrot le soir. Et donc moi, je lis ça, je découvre ça, et ce petit garçon, c'était Patrick Modiano, ce qui est quand même il avait 8 ans, je crois, 7 ou 8 ans, et il avait, je sais pas. Bon, bah écoutez, avant de vous en remercier, je vais me tourner quand même vers la salle, notre public, pour des questions, des interventions, peut-être les gens qui ont commencé à lire le livre. Ou sinon, on peut. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez eu un retour de Maître Henri Leclerc, justement, suite à est-ce qu'il l'a lu ou est-ce qu'il vous a. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je l'attendais, ce retour, parce que je suis. Mais alors, je vais vous raconter une anecdote assez amusante. Chez mon éditeur, Bien les Barreaux, on a fait, comme on fait tout le temps, mais là encore plus, on a fait passer le livre dans les mains d'un avocat pour savoir s'il n'y avait pas des procès, des risques de procès, des choses comme ça. On le fait pour presque tous les livres, mais en tout cas, quand c'est un truc assez récent, comme là, les années 60, avec, moi je me disais, il va interdire la sortie du livre parce que Suzanne Taron est toujours vivante. Et donc, j'attends, moi, avec mon éditeur, on attend fébrilement parce que on peut pas trop aller contre enfin on pourrait, mais s'il dit il faut pas parler de ci, il faut pas parler de ça, c'est risqué de passer outre. Et donc on attendait impatiemment le verdict de l'avocat de Flammarion, donc, puisque Bien les Barreaux est hébergé par Flammarion, et j'ai un mail de mon éditeur qui me dit « Oh, j'ai reçu son rapport, ça va, il n'y a pas grand-chose, ça va, juste un truc, alors que dans ce livre, encore une fois, la mère du petit garçon dont je parle sur 750 pages est toujours vivante, que je mets en cause, Nina Douchka, sa sœur, risque de nous faire un procès, je pense qu'un avocat pourrait trouver 42 points litigieux, et le seul problème, c'est Henri Leclerc. C'est pas très gentil ce que vous dites sur Henri Leclerc. Comme quoi, la confraternité est quelque chose de... Donc, en fait, j'avais mis, dans la première version du manuscrit, j'avais mis Henri Leclerc, c'est très bizarre à quel point il a l'air de se foutre complètement de cette histoire, alors que moi, en fait, je pense très sincèrement qu'Henri Leclerc sait que Lucien Léger était innocent, mais à l'époque, il était tout jeune avocat, c'était l'assistant d'un avocat qui s'appelait Alberno, qui était un grand avocat de l'époque, qui était contre la peine de mort, c'était Badinter avant Badinter, quoi. Et ils ont plaidé la culpabilité, c'est-à-dire qu'ils se sont dit c'est trop risqué de plaider l'acquittement, l'innocence, il risque de couper la tête, donc on va dire qu'il est coupable, et il a des circonstances atténuantes, et donc voilà, c'est ce qui s'est passé, il n'a pas été condamné à la peine de mort, il est condamné à perpétuité, mais je pense que Henri Leclerc le savait qu'il est innocent, et que donc ils ont quand même contribué, on ne peut pas leur en vouloir, hein, ils ont sauvé la tête, mais à envoyer en prison pour toute sa vie un homme. Et donc je disais, j'étais un peu rude avec Henri Leclerc, je disais c'est pas très classe quoi, de plus vouloir en parler, d'essayer d'oublier ça, d'avoir jeté le dossier. Et donc l'avocat de Marion a dit que c'était pas très gentil, papa. Donc j'ai adouci un peu, mais quand même il reste une phrase ou deux où je dis je suis surpris par l'attitude d'Henri Leclerc qui a l'air de ne plus vouloir parler de cette histoire. Et donc oui, j'attendais soit il n'a pas lu mon livre, ce qui est plus que possible, soit
bon, il est d'accord avec moi, c'est-à-dire je pense, moi, j'ai lu, il a écrit des choses avant ses mémoires, j'ai lu des choses qu'il a écrites dans les années 80 où il avait l'air de vraiment dire qu'il pensait que Lucien Léger était innocent. Pour l'instant, pas de réponse. Merci beaucoup. Merci à vous. On ne saurait que trop conseiller ce.